Bonjour. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai posé plein de questions à Léa. Léa Shamadevi est guide de yoga, praticienne de Jyotish, l'astrologie védique, et une créatrice incarnée. Elle nous partage son parcours spirituel, le rôle de son guru dans sa pratique personnelle, mais aussi ce qu'est le Jyotish et bien plus encore. Et en bonus, à la fin de l'épisode, découvre les apprentissages liés à la dernière pleine lune et une pratique pour les incarner toute ta vie. On se retrouve juste après l'introduction. Bienvenue sur Tout est déjà là, le podcast qui accompagne ton éveil et te donne des clés pour une vie plus consciente. Je suis ton hôte, Anne-Gaëlle Guillot, guide de yoga depuis plus de 10 ans, mais aussi tisseuse et tarologue depuis bien plus longtemps. Ce podcast, je l'ai imaginé tel que j'aurais aimé le rencontrer lorsque j'ai initié mon cheminement vers ma spiritualité il y a plus de 20 ans. Dans ce podcast, tu découvriras mes partages d'expériences, mes questionnements, des épisodes de pratique, mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont un jour croisé ma route. Mon intention est de te guider et de t'offrir des pistes de réflexion et d'action pour t'aider toi aussi à te reconnecter à ton pouvoir personnel, car tout est déjà en toi. Je t'invite dès maintenant à t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes, et je te retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Donc, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Tout est déjà là. Aujourd'hui, Léa va partager avec nous son parcours atypique et inspirant et elle va également nous parler du Jyotish, l'astrologie indienne. Donc déjà, bonjour Léa, merci d'avoir accepté cet échange. Bonjour, merci à toi pour l'invitation. Est-ce que tu peux débuter en nous présentant justement aujourd'hui ce que tu proposes et qui tu es, sachant que j'avais envie que tu viennes dans ce podcast et que tu échanges avec moi, avec nous, j'ai envie de dire, j'aime inclure les auditeurs, mais parce que ton parcours, il est pour moi empreint vraiment d'authenticité et j'ai à cœur vraiment de pouvoir mettre en avant des personnes qui, comme toi, ont une pratique incarnée et une volonté vraiment de porter leurs valeurs. Est-ce que tu peux me parler, voilà, un petit peu de là où tu en es aujourd'hui et de ce que tu proposes aujourd'hui? Grosse question. Alors aujourd'hui, je vais me définir par quelques étiquettes pour commencer. Donc, je suis guide de yoga depuis quelques années, depuis 2016, je crois. Je pratique l'astrologie indienne, donc le Jyotish. J'ai aussi des activités artistiques dans le dessin, dans la musique et la photographie. Et j'ai aussi du travail dans tout le monde du livre, donc que ce soit en tant que travail éditorial d'éditeur ou de la correction. Donc en fait, c'est un peu les trois pôles de ma vie. Aujourd'hui, où j'en suis dans mon chemin, c'est au maximum d'essayer d'incarner au plus proche de moi-même ce que je suis, en fait, d'être dans cette démarche d'incarner son unicité. Ce qui nous est demandé finalement quand on s'engage dans un chemin spirituel, en tout cas tel que je le connais, de s'incarner dans son unicité pour être en harmonie avec le monde en fait. Donc c'est pas juste une démarche d'isolation, d'isolement, d'être seul, c'est vraiment d'être au plus juste dans le monde, dans sa vibration. Ce qui est déjà un gros projet, d'être au plus juste de sa vibration. Alors moi, je t'avais rencontré en 2019 quand tu étais venue à ma session de formation au Yin Yoga. Et j'avais été à l'époque hyper interloquée et inspirée parce que je sentais quand tu venais dans le cercle, il y avait quelque chose qui se posait autour de toi. Et tu étais vraiment discrète en soi parce que tu prenais pas souvent la parole. Mais les rares fois où tu prenais la parole, on sentait que c'était une force tranquille. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez toi qui fait que lorsque tu parles ou lorsque tu bouges, c'est quelque chose qui est vraiment aligné, qui vient de ton centre, que ce soit dans un élan spontané ou dans quelque chose qui est réfléchi. Et ça m'avait beaucoup touchée. Et notamment, au fil des discussions, on a appris après à se connaître dans les mois qui ont suivi. On est resté en contact pour mon plus gros bonheur. Et on a pu échanger sur des notions comme la pratique personnelle. Donc, est-ce que tu peux me parler un petit peu, nous parler un petit peu de ta pratique personnelle, de comment en fait tu la vis au quotidien et de quoi elle est composée? Parce qu'elle est très vivante, ta pratique personnelle. Alors en fait déjà, elle commence par, en tant que femme, me connecter à ma cyclicité. Donc, comme on est dans une société où tout est vertical, tout est construit par les hommes pour les hommes, c'est déjà de ramener du cycle et donc du coup cette idée de
mort-renaissance qui est vraiment très ancrée dans la biologie de la femme. Donc, ma pratique, elle va évoluer en respectant ça. Ça veut dire, je vais avoir des périodes où ma pratique d'asana, par exemple, va être assez active et énergique, des périodes où je vais être plutôt en retrait, en repos, en essayant d'écouter un maximum mon corps. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui ma base, de sentir où mon corps en est et du coup développer tout autour. Ça va surtout influencer ma pratique d'asana, mais en fait tout le reste du temps, j'ai une pratique plus ancrée qui va être dans les mantras, dans la méditation. Comme je pratique aussi l'astrologie indienne, le Jyotish, ma pratique personnelle va aussi s'adapter en fait à des facteurs de l'astrologie indienne. Par exemple, chaque jour de la semaine est relié à une planète. Donc par exemple, aujourd'hui on est mercredi, jour de Mercure. Donc en fonction de cette énergie-là, je vais faire des choses qui sont plus liées à la planète du jour. Par exemple, le vendredi, jour de Vénus, c'est vraiment le jour où je vais prendre du temps pour moi, pour me faire un automassage, me maquiller, prendre ce temps-là que je prends pas forcément les autres jours parce que j'ai pas le temps. Et ça fait partie de ma pratique en fait. Je trouve que ce soin personnel, il est hyper important. Et ma pratique, elle est aussi très reliée à certaines divinités. Comme j'ai été en fait éduquée dans la spiritualité avec tout le monde indien, toute la spiritualité indienne et que j'ai euh, reçu en tout cas l'autorisation d'enseigner en Inde dans un ashram, ça a été béni en fait par toutes ces pratiques liées aux divinités. Et chaque jour, en fait, je commence par me relier à la déesse Lakshmi, avoir un temps de gratitude pour tout ce que j'ai. Parce que c'est pour essayer en fait d'équilibrer mes inquiétudes de manque, de parfois pas réussir à avoir tout ce que je veux tout de suite. Donc essayer de retrouver cette unité-là de, en fait, il y a déjà tellement d'abondance, bah déjà profitons déjà de ce que j'ai. Et le soir, je vais me relier à la déesse Kali et je vais prendre le temps de remercier en fait pour tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Mais du coup aussi tout ce qui a été pénible, tout ce qui a été joyeux, parce qu'il y a cette idée de tout ce qu'on traverse, on le traverse pour une raison. Et quand on se relie au yoga et au jyotish, il y a cette idée de karma, d'incarnation, de réincarnation, de ce que l'âme doit vivre dans cette vie. Et donc voilà, j'essaye de me relier à tout ça. Donc ma pratique, elle se fait en dehors de mon tapis, sur mon tapis, par l'écriture, par le chant, la méditation, tout ça. Et elle est très empreinte du coup de culture hindouiste et indienne. Est-ce que tu pourrais nous parler de comment tu vis cette dualité entre guillemets entre la culture occidentale et la culture hindouiste? Parce que en tant que guide, moi je vois, j'ai parfois le sentiment, enfin je le fais avec beaucoup d'humilité, tu vois, je veux m'assurer que je respecte beaucoup la culture hindouiste, mais aussi la culture que j'ai reçue malgré tout. Ne pas aller vers quelque chose qui ne fait pas partie complètement de mon éducation et pour autant qui m'attire beaucoup, c'est trouver cet équilibre en fait qui va permettre à la fois de partager quelque chose dans lequel je ne suis pas née et en même temps de montrer combien c'est puissant et combien en fait on peut en restant humble et en restant dans le respect de ce qui a été transmis, de pouvoir transmettre quelque chose qui n'est pas de notre culture sans faire de l'appropriation culturelle. Comment toi tu vis ce concept déjà d'appropriation culturelle et comment est-ce que tu le transmets? Comment dans ta transmission il vit? C'est plutôt ça. Comment tu le vis? Bah, c'est une super question en fait, parce que évidemment, dans tout ce que je fais, en fait, c'est hyper relié au monde indien. Qui suis-je, moi, en tant que Française, qui ne suis pas née dans cette culture, pour parler Mm. de tout ça? Après, il se trouve que la vie m'a amenée en Inde dans un ashram où j'ai suivi l'enseignement d'un maître de yoga, d'un gourou, qui lui m'a donné la bénédiction de transmettre Mm. ses enseignements. Et si je ne parlais pas de tout ça, je me couperais, en fait, c'est comme si je me mutilais. Parce que toute ma vie, elle est liée à ça. En fait, moi, je suis arrivée au yoga parce que j'ai fait peut-être 20 ans de dépression. En fait, j'étais en dépression très jeune enfant et du coup jusqu'à jeune adulte. Et quand j'étais à un point où je me suis dit, en fait, là, soit maintenant j'en finis vraiment, soit je me prends cette énergie pour m'accrocher. En fait, le yoga est arrivé. Et quelques mois après, je me suis retrouvée dans cet ashram à suivre les enseignements du gourou. Et clairement, je dois ma vie à ça. Parce que sans la transformation et les transformations que m'ont apporté ces enseignements, je ne serais pas là aujourd'hui.
Donc, j'essaye en fait de faire ça en l'honorant. Ça veut dire, je le fais en toute humilité. Je reconnais mes limites. Ce n'est pas la culture dans laquelle je suis née, mais c'est clairement ma culture de cœur. Et je tourne tellement autour de ça que en fait, je devrais m'empêcher de vivre en fait à nouveau si je devais pas en parler. Ouais, j'essaye de faire ça avec humilité, respect et continuer à apprendre et à replacer les choses dans leur contexte. Oui, parce que finalement, le fait d'être connecté à un gourou, ça donne aussi cette légitimité, en fait, dans la culture hindouiste de ce qui nous a été transmis. Et du coup, aussi, je trouve qu'il y a une dimension qu'on oublie souvent, c'est de dire que ce qui nous est transmis est aussi réfléchi par le gourou souvent et légitime parce qu'il sait que derrière, en fait, il voit au-delà et il sait qu'on peut être amené à transmettre en Occident. En fait, on ne nous transmet pas non plus, je pense, tout et on ne transmet que ce que l'on peut aujourd'hui digérer et transmettre à notre tour et donc qui peut être reçu. Est-ce que tu pourrais, aussi nous évoquer cette rencontre avec ton gourou et votre relation à la fois en tant que Shishya Guru, c'est-à-dire, élève, maître et en même temps dans comment cela impacte ta sadhana, en fait? Comment est-ce que lui, il nourrit ta sadhana? Alors en fait, mon gourou Vishwaji ou Yogrishi Vikshetu, c'est un gourou qui est très actif. Donc il organise des formations de yoga plusieurs fois dans l'année. Il adore la technologie, donc il est beaucoup dans la communication, beaucoup sur les réseaux sociaux, et en fait, il fait beaucoup de parallèles entre la spiritualité et la technologie, c'est assez drôle. Moi, déjà, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé chez lui, c'est sa joie de vivre, en fait. Comment il est resté proche de sa vibration enfantine, et comment il nous enseigne que, en fait, nous sommes à la base de la pure joie, et que c'est ce qu'on doit retrouver. Et donc, forcément, moi qui venais de dépression, c'était exactement le message et l'enseignement que j'avais besoin de suivre. La relation avec le gourou, en fait, elle est toujours très perturbante, je trouve, dans le sens où, en fait, le gourou, il nous enseigne à mettre notre ego de côté. Là, je suis frustrée parce que ça fait depuis 2019 que j'ai pas pu aller en Inde et que j'ai pas pu aller à sa rencontre, mais ça fait partie du travail, en fait, ça fait partie de l'enseignement. Si ça fait autant d'années, c'est qu'il y a une raison, que je dois faire mon chemin et la prochaine fois que j'irai à sa rencontre, j'aurais peut-être passé une étape où il y aura quelque chose à franchir. En tout cas, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est quand il m'a transmis mon nom spirituel, donc qui est Shamadevi. Est-ce que tu peux déjà expliquer ce que c'est un nom spirituel? Parce que je pense qu'il y a une partie des auditeurs et des auditrices qui savent, mais il y en a peut-être une partie qui découvre ce concept-là, qui dit ouais, un nouveau nom, qu'est-ce que c'est? Alors, un nom spirituel, donc c'est un nom qui est donné par le gourou, par le maître spirituel, et c'est à la fois une qualité qu'on a et en même temps notre direction de vie, comme un but à atteindre. Moi, Shama Devi, donc Devi, ça veut dire déesse, et Shama, ça veut dire celle qui vit dans le cœur. Donc, c'est la déesse qui vit dans le cœur. Et en fait, ce nom, c'est un enseignement quotidien pour moi, parce que, effectivement, je dois réapprendre quotidiennement à faire les choses à partir du cœur. Et dès que je fais le choix d'agir à partir du cœur, donc je fais souvent des choix qui sont complètement incongrus pour la société cartésienne, très basée sur le mental et sur des schémas à suivre, en fait, c'est là où je suis la plus heureuse. Et quand je fais ces choix à partir du cœur, c'est là où c'est le plus juste. Mais pour moi, ça a été tout un travail de déconstruction parce que comme j'ai toujours eu ce sentiment d'être un peu bizarre, j'ai toujours essayé de me mettre dans la case et dans la norme, sauf que j'avais l'air encore plus bizarre parce que ça marchait pas. Et du coup, maintenant, je suis vraiment dans ce processus de assumer en fait tout ce que je suis. Et c'est vrai que, par exemple, pour moi, ça s'incarne beaucoup dans la multipotentialité avec tout ce que je fais, parce que ça, c'est moi. On m'a toujours dit, depuis que je suis petite, oui, mais on peut être bon qu'à une chose. En fait, non. Parce que moi, clairement, depuis que je suis petite, c'est ça, moi, c'est faire plein de choses et m'approprier ces choses-là, mais au sens positif du terme, tu vois. Les incarner en fait. Donc, du coup, c'est là en ce moment, j'étudie pas mal la Bhagavad Gita. Enfin, ça fait des années, et c'est dur comme étude. Et il y a cette phrase de mes études là qui ressort, c'est sois simplement ce que tu es. J'aime beaucoup le simplement dans la phrase, tu sais que naïvement glissé, sois simplement ce que tu es. Bah oui. Mais en fait, ça veut dire, enlève tes conditionnements, Mm. enlève tes peurs limitantes, tes croyances limitantes, enlève tes illusions en fait.
et retrouve ce que tu es finalement dans le simplement, c'est ce que tu es à la base. Et c'est ce chemin de retour vers nous-mêmes que nous propose le yoga et le jyotish. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc, ce nom, t'a donné la direction et t'a donné cette connexion aussi à ton gourou. Enfin, moi, je me rappelle quand j'avais reçu mon nom de mon gourou, tu sens aussi que le lien se tisse vraiment entre le gourou et le shisha lorsqu'il y a ce nom et qui vient te donner, j'ai pas envie de dire une place, mais un travail à faire, une responsabilité aussi dans un sens. Et je me rappelle que mon gourou m'avait aussi donné un mantra qui allait avec. Et puis, du coup, de ce jour-là, après, régulièrement, j'avais des postures à travailler, j'avais des textes à lire. Est-ce que tu as aussi cette démarche-là avec ton gourou d'avoir ce suivi au niveau de ta progression? Est-ce que même si tu l'as pas vu et que tu n'as pas pu suivre de stage, tu peux échanger avec lui ou est-ce que tu t'es voilà, comment avancer dans ta pratique, en fait, finalement, dans ta sadhana? En fait, je pourrais le contacter, mais je le fais pas parce que avec ces gourous-là, en fait, ils sont entourés de beaucoup d'élèves, beaucoup de personnes. Et je suis toujours cette personne qui dit, en fait, il y a déjà suffisamment d'agitation autour de lui, je vais pas en rajouter. Et malheureusement, je suis comme ça. Alors, je pense que c'est un espèce de défaut parfois, mais bon, ça peut être peut-être une qualité aussi. Et du coup, je vais pas oser. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que je le vois, il me sort une phrase qui me donne un espèce de travail. Par exemple, la première fois que je l'avais rencontré, à la fin de la formation, il m'avait dit, faut que chaque jour tu fasses un truc pour toi. Et moi, à l'époque, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Ça veut dire quoi? Et donc, j'étais encore enfin, j'avais des outils pour sortir de la dépression et le yoga m'a aidé à en sortir, mais du coup, j'avais quand même encore mon mental affecté par ça. Et donc, me mettre au centre de ma vie, c'était dur à faire. Et la dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit, je veux que tu chantes. Et il m'a un peu forcé tout le temps que j'étais à l'ashram à chanter pendant les kirtans, donc les soirées où on chante des mantras entre yogis et non-yogis. Et en fait, c'est grâce à lui que derrière, moi, j'ai sorti mon petit EP de musique moderne l'année dernière. C'est intéressant parce que, en fait, le gourou, il voit vraiment à travers toi. Et par exemple, moi, la voix, depuis que je suis petite, je sens que du pouvoir à puiser dans ma voix. Dès que je chantais, avant, en fait, je me mettais à pleurer parce que j'avais l'impression d'être nue devant les gens. Et j'ai dû faire tout un travail pour déconstruire ça, me reconnecter à ma voix et réussir à chanter de façon complètement libre et sans crainte. Et il m'a mis sur ce chemin-là, en fait. C'est ça qui est rigolo. Ouais, ils savent où pousser, où appuyer, puis ils savent où nous faire travailler aussi. Et puis, mettre des silences. Je me rappelle une fois, parce que parfois, en fait, il propose à certains de ses élèves à être assistants pendant cette formation. Et je me rappelle, j'avais eu un entretien avec lui, je lui ai dit, ah, c'est sûr, il va me demander. J'étais là, et puis il y avait mon ego qui était à fond de, ah, c'est bon, c'est le moment. Et il m'a rien demandé, en fait. Il me demandait juste comment j'allais. Et je suis sortie de l'entretien en mode, oh, mais je suis trop triste, je suis trop déçue. Et en fait, bah, il te fait travailler. Ouais. Parce que, en fait, ce que ton ego, enfin, la soif de ton ego, en fait, il y répond pas. Donc, il t'apprend à Ouais. travailler encore dessus. Et du coup, à retourner dans ton cœur plutôt que dans ton ego, c'est-à-dire à aller à la source C'est pour ça. puiser là où il y a vraiment de quoi te nourrir et non pas aller vers quelque chose qui va te dessécher et t'amener peu d'épanouissement au final. Il y a un autre thème que je voulais aborder avec toi aussi aujourd'hui, c'est dans tout ce cheminement avec une sadhana et le gourou, il y a toujours une sangha. Euh, donc une sangha, la communauté dans laquelle on évolue, qui est souvent des personnes qui sont avec des idées, des pratiques similaires pour qu'il y ait à la fois une émulsion dans le groupe et dans la sangha pour s'élever et en même temps pour pouvoir confronter les challenges, se sentir soutenu et soutenir l'autre aussi, c'est-à-dire à la fois pouvoir occuper ce rôle de donner, de recevoir, d'incarner, d'être et de grandir ensemble, donc d'être un dans le tout, mais aussi faire partie du tout. Comment tu vis ce travail? Est-ce que tu as une sangha? Est-ce que, voilà, comment tu vis ce concept-là aussi de communauté spirituelle? Bah, je la vis surtout quand je suis à l'ashram, en fait. Ou alors, grâce à l'ashram. Parce que c'est assez intéressant à l'ashram, du coup, on est tous ces personnes en recherche de sens, vont appliquer certaines règles. Bah, par exemple, à l'ashram, c'est tout bête, mais on est dans le silence de 9h du soir à 9h du matin. Des choses comme ça, un peu des règles bizarres pour le monde extérieur, mais voilà, pour nous, ça nous fait bien. Et donc, on est là à venir d'horizons complètement différents, avec des âges complètement différents, certains qui sont
reliés à une religion, d'autres pas. C'est ça qui est génial, en fait, que j'aime bien dans ce lieu, c'est que tu peux avoir des musulmans, des chrétiens, des juifs, des pas du tout reliés à une religion, juste mus par la spiritualité, qui se retrouvent pour les mêmes valeurs. Et ça me fait toujours grandir, en fait, d'être là-bas parce que l'autre te fait travailler. Et dans un ashram, il n'y a rien d'idéal, en fait. Donc, tu as des gens qui vont quand même réussir à te faire du mal d'une certaine façon, des gens qui vont te déposer une espèce de cadeau de sagesse comme ça. Tu te dis, waouh, mais c'est un Bouddha, ce mec ou cette fille-là. Enfin, tu te dis, waouh. Et après, ce qui est assez beau avec la technologie, c'est de pouvoir rester liés, en fait, les uns aux autres. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de Français à l'ashram, il y a beaucoup d'anglophones. Donc, je me sens un peu isolée à ce niveau-là, mais j'ai une chance inouïe, en fait, de pouvoir être liée à ces gens-là. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait avec eux, mais à distance, une formation de yoga prénatal. Et en fait, il y a un lien qui s'est créé avec ces femmes-là, alors que j'étais pas en présentiel à l'ashram avec elles, qui était merveilleux. Donc, en fait, il y a vraiment cette idée dans la Sangha que, en fait, l'autre est ton miroir. Il va te faire travailler sur des endroits parfois douloureux parce qu'il l'incarne. Et en même temps, l'autre va aussi parfois te faire preuve de tellement d'amour que c'est difficile de sortir de ce cocon-là. Tu vois, quand j'avais fait ma formation de guide de yoga, ils nous avaient préparé, ils nous avaient dit faites attention parce que là, vous vivez dans un petit monde utopiste en fait. Vous êtes tous à faire attention à ce que vous dites, à ne pas faire mal à l'autre, à machin, à vous faire des câlins assez spontanément. Enfin, mais le monde extérieur, il n'a pas changé entre-temps, en fait. On a beau être préparé, on ne sait pas, il y a toujours une petite dépression après le retour à la vie normale. Mais il y a quand même toujours cette possibilité de se connecter à des gens de cœur à cœur qui sont sur cette vibration-là. Et en fait, ça, je trouve ça beau parce que du coup, tu te sens plus seul, en fait. Oui, ce qui est beau dans une sangha, comme tu l'évoquais, c'est que finalement, ce sont des personnes de milieux, d'origine, de pays et de cheminements totalement différents qui se retrouvent au même endroit, qui se rendent compte qu'elles partagent la même direction en tout cas et le même souhait. Et du coup, c'est cette émulsion et toute cette multiplicité des profils, des envies, des souhaits, des visions, de cheminements qui vont nourrir les uns les autres. Et c'est quand même très, très fort. Et c'est vrai que pour rebondir aussi sur ce que tu disais, de l'importance de prévoir toujours un sas quand on sort de formation. Parce que j'ai vécu les 2 cas, dans mon parcours où des formations où je suis allée après direct dans le feu, je me rappelle quand je suis rentrée du Canada, je suis descendue de l'avion. Il y avait en plus, ils venaient de fermer les douanes, donc j'avais pris, 2 heures d'attente à la douane pour arriver à Paris. J'ai eu le temps, de prendre un taxi, d'aller chez un ami qui habitait Paris, de prendre une douche et j'enseignais en fait. Donc j'ai atterri à 10 heures, j'enseignais à 12h30 je crois. Et je me suis dit: «Heureusement qu'en fait ce cours, c'est un cours, où je connais bien les élèves, où je sais que voilà, ça se passe bien». Mais c'était chaotique et j'ai eu la chance une fois de pouvoir faire, une session, à Amsterdam et derrière de m'être pris 3 jours derrière la formation et de pouvoir justement redescendre, reprendre un quotidien déjà, moi seule, d'aller, faire mes cours, d'aller, rééchanger avec le monde extérieur à distance et ensuite d'avoir ce sas pour revenir. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte d'à quel point, quand on reçoit une transmission en formation, dans une immersion, il y a un contexte qui se crée autour des personnes qui forment le cercle et qui n'est jamais celui de l'extérieur, en fait. Et que les personnes qui sont extérieures, quand on arrive, elles vont pas nous recevoir justement, comme tu disais, avec, les gros câlins, les gros sourires. Souvent, ça va être, «Ah bah, ça y est, tu es de retour. Alors on en était là». Alors que toi, tu es là genre: «Non, moi j'ai avancé en fait. Entre-temps, j'ai fait des kilomètres et des kilomètres et j'en suis plus là». Donc, de trouver cet équilibre pour revenir au quotidien et moi je sais que, je crois que tu l'évoquais aussi au début dans ma sadhana, c'est ce qui est important, c'est d'avoir une pratique qui est très incarnée dans l'hindouisme et parce que moi aussi c'est la culture qui me parle, mais et en même temps qu'elle soit très pratico-pratique dans l'environnement dans lequel je vis. C'est-à-dire qu'elle me déconnecte pas de mon quotidien, de mon foyer, de mes souhaits, mais qu'elle puisse venir nourrir et le porter et m'aider à grandir dans ce quotidien-là. Et c'est pas toujours évident de tisser une sadhana qui nous permet ça. Souvent, on a l'impression qu'il faut soit complètement se retirer, Mmh. soit, bah, du coup, faire quelque chose qui est très hybride entre plusieurs choses pour que ça colle à notre quotidien. Et c'est là où souvent le gourou rentre en compte et dit, comme tu disais, avec parfois juste une phrase ou un mot, mais des fois même un regard. Moi, je me rappelle avoir eu, juste des échanges de regards parfois avec mon gourou. Tu vois, je fais: «OK, bon, j'ai compris, ne dis rien, c'est bon».
et d'avancer. Et dans ta sadhana, donc tu nous évoquais une pratique qui m'a touchée et que j'ai découvert il y a peu de temps, mais avec toi, qui est très puissante. Donc, c'est le Jyotish, donc l'astrologie indienne. Quand tu m'en as parlé, j'avais déjà fait pas mal de charts avec l'astrologie occidentale. J'avais fait aussi un travail avec l'astrologie karmique et j'avais toujours eu ce regard sur l'astrologie occidentale, en tout cas là où je l'avais rencontré, c'était à moi d'aller vers ce qui était proposé, c'était à moi de trouver les morceaux de moi dans ce qui était proposé et de me dire, ah bah oui, ça c'est totalement moi, mais en même temps, je me trouvais jamais complètement. J'avais l'impression qu'il y avait un petit peu des moules. Et puis, tu m'avais proposé, du coup, de me faire mon chart. Alors, je crois que c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, hein, je pense, parce que c'était en 2022, on s'est revus pour la formation Danse du Dragon, et c'était juste après, je crois. Oui. Donc, ça devait être fin 2022. Et alors là, moi, je suis tombée de ma planète, si je peux me permettre l'analogie. C'est-à-dire que pendant que tu me parlais, pendant cette transmission, j'étais là genre, mais Léa, elle me connaît pas si bien que ça. Mais elle peut pas savoir ça. Mais c'est bluffant. Enfin, de choses, en fait, tu venais à me parler par mon profil et mon chart de choses que j'avais en latence en moi, que parfois je n'avais jamais osé formuler au monde. C'est-à-dire le truc où tu te dis, je pourrais jamais le dire à personne. Et toi, t'es arrivé, Shama, Shama Devi, tu m'as dit, noir sur blanc, et j'étais là. D'accord, bon, autant l'Ayurveda maintenant commence à être un petit peu plus connu dans la sphère du yoga et respecté et implémenté dans les pratiques, surtout dans ce qui permet d'être transverse sans avoir de connaissances, parce que bien évidemment l'Ayurveda et le Jyotish et le yoga sont des connaissances. Enfin, on peut passer plusieurs vies sur ces thèmes-là, j'en suis convaincue, et ne jamais arriver au bout. Autant le Jyotish, c'est quand même encore très fermé comme cercle, c'est très peu connu. Est-ce que tu pourrais nous faire une explication un petit peu de déjà ce que c'est et de toi, ta vision, c'est-à-dire comment cette pratique est rentrée dans ta vie et pourquoi tu y es resté finalement? Très bonne question. Bah, déjà, le Jyotish, ça veut dire science de la lumière. Donc, ça vient de Jyoti, lumière, et Isha, science. C'est l'astrologie indienne qu'on appelle aussi astrologie védique parce qu'elle nous vient des Védas. Donc, les Védas, c'est les textes fondateurs qui remontent à vraiment très, 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 très longtemps avant Jésus-Christ. Alors, les datations sont difficiles, même pour les historiens. Donc, c'est des textes qui sont apparus en Inde du Nord, il me semble, et qui sont composés de plusieurs parties. Et en fait, dans le Rig Veda notamment, il y avait des versets, c'est toujours composé en vers, qui faisaient référence au Jyotish, à l'astrologie indienne. Ensuite, il y a les Vedangas, donc les Vedangas qu'on peut traduire par annexes des Védas, qui viennent avec les Védas, qui sont au nombre de 6. Un des Vedangas est justement le Jyotish. Donc en fait, le Jyotish, c'est l'astrologie qu'on dit indienne ou védique, qui est extrêmement, extrêmement ancienne, qui date sans doute de, je dirais, 5000 avant Jésus-Christ, mais vu que je ne suis pas historienne, je fais avec les sources que j'ai à disposition. Oui, puis on sait que c'est des textes qui sont très durs à dater vraiment, enfin, comme tu l'évoquais juste avant, il n'y avait pas d'écrits qui ont forcément tenu sur le temps parce qu'ils écrivaient sur des feuilles, enfin, des feuilles de palmier ou autres, et donc du coup beaucoup d'écrits sont dissous, il y a beaucoup de enfin, de choses qui ont été transmises aussi par la voix qui n'ont pas forcément été écrites. Et c'est dur pour les historiens de remonter la ligne et de pouvoir dire ça date de temps. Mais souvent, on voit par contre que c'est des sciences qui ont traversé des siècles et des siècles et des siècles et qu'on retrouve au fil des siècles. Exactement. Et en fait, il y avait une transmission orale avant que ce soit posé sur le papier. Donc, les rishis, les sages de l'Inde ancienne qui ont, on va dire, canalisé les enseignements du yoga, qui ont canalisé en fait les Védas, l'Ayurveda, toutes ces sciences-là. Donc, en fait, les rishis, c'était des sages qui avaient atteint cet état de contemplation ultime où leur ego était plus ou moins dissous. Ils pouvaient en fait recevoir la connaissance comme ça. Donc, dans la tradition védique, la connaissance, elle est reçue par l'écoute, d'où la méditation. Les rishis, en fait, eux, ils voulaient aider les humains à se retrouver. D'où la transmission de ces sciences comme le yoga, l'ayurveda, le jyotish, autant de moyens, en fait, de revenir vers son essence. Il y avait cette idée que tout est basé sur la réincarnation. En fait, l'être humain, c'est une âme
une âme qui a une essence infinie, qui s'incarne dans un corps matériel. Mais quand l'âme s'incarne dans le corps matériel, elle oublie qui elle est. Et alors, l'ego se construit, le mental prend de la place, et en fait, le chemin de l'être humain, c'est de revenir à cette essence, de retrouver cette essence. C'est en fait vraiment la définition du chemin spirituel. Donc les rishis, ils ont transmis en fait le jyotish, et le jyotish, c'est l'observation du ciel. C'est regarder où sont placées les planètes, dans quelle constellation à ce moment-là. Ce qui nous amène à la charte natale. La charte natale, c'est la photographie du ciel à la naissance de quelqu'un. C'est vraiment comme si on pouvait faire une capture d'écran et en fonction de l'heure de naissance, du lieu de naissance, du jour de naissance, on peut retrouver en fait le placement des planètes. Oui, le Jyotish va se baser à la fois sur ton lieu, ton heure de naissance, ton année, pour faire cette cartographie-là, en fait. C'est-à-dire que ces informations-là, on a vraiment l'impression, et c'est peut-être ça que ce que tu nous dis, c'est que quand tu parles du chart et que tu nous montres justement cette cartographie, on a l'impression qu'en fait, elles te permettent juste d'avoir justement cette cartographie. C'est-à-dire que ce n'est pas ces informations-là qui vont te dire à un moment, bah, du coup, t'es tel signe, t'es machin, tout. Non, c'est juste que ces informations-là, elles vont pouvoir permettre d'avoir la charte et d'accéder à cette image du moment où tu t'es incarné dans ton corps, qui est souvent pris en compte comme le moment de l'accouchement par la mère. Oui, c'est vraiment quand il y a l'accouchement. Donc du coup, c'est pour ça que l'heure est importante parce que si quelqu'un dit bah, moi je suis né tel jour à telle date, mais en fait si tu es né à 9 h du matin ou à 17 h de l'après-midi, les planètes elles ont bougé entre-temps. Donc j'aurais pas la même histoire en fait à 9 h du matin ou à 17 h. Donc avec la charte, on va regarder dans quelle constellation sont les planètes. Le Jyotish travaille du coup avec le karma. Alors le karma, aujourd'hui, en fait, on en a une idée très faussée parce qu'on pense juste à un karma négatif et il y a ces expressions courantes de ah ça c'est le karma, c'est ton karma. Oh, qu'est-ce que j'ai fait dans une vie antérieure parce que vraiment mon karma. En fait, le karma, c'est la répercussion de ce qu'on a fait dans d'autres vies et de ce qu'on fait dans cette vie-là, mais ça peut être positif, négatif ou neutre en fait. Et on a différents karmas. Et il y a un karma qui est immuable, qui va être comme en fait un espèce de dressing avec toutes les expériences passées de toutes nos vies antérieures. Donc ça, c'est immuable, on n'y touche pas. On a un karma, c'est en gros la valise avec laquelle on arrive dans cette vie-là. Donc du coup, c'est là, au moment de s'incarner, quand je dis, bon, bah, il faut que je travaille là-dessus dans cette vie-là, elle va aller dans le dressing, dire, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Donc le pire comme le meilleur, je prends tout, je mets dans la valise. Et le troisième karma, c'est celui qu'on est en train de créer dans cette vie-là. Le Jyotish peut nous aider à avoir une influence sur le karma. Donc il y a un karma qui est inchangeable, mais il y a des karmas qui sont changeables. Et du coup, étudier la charte de quelqu'un, ça va être pouvoir proposer des remèdes, des upayas, guider la personne dans ses choix pour que la personne aille au plus proche de sa vibration. Et il y a vraiment cette idée que ce n'est pas fataliste en fait. C'est pas comme si on était une marionnette qui était dirigée par le destin, c'est on garde notre libre arbitre. Mais c'est bien de le faire en conscience. En conscience, justement, des énergies planétaires qui sont à l'œuvre. Toutes les chartes sont différentes, toutes les histoires sont différentes. Et, et c'est assez passionnant, en fait, je trouve, de voir à quel point, effectivement, comme t'es pas la seule à me l'avoir dit, quand j'ai fait des lectures de chartes natales, les gens se retrouvent, mais c'est incroyable, quoi. Ouais. Je trouve ça fascinant. Oui, oui, c'est très... parce que ça parle bien évidemment de traits de caractère, mais ça va parler d'éléments vraiment constitutifs de l'essence et de l'âme de la personne. C'est-à-dire à la fois de pourquoi tu es là, mais toi, avant même de te rencontrer, en fait, comment j'ai vécu ça, comment ça a évolué et comment ça a amené à évoluer ou pas. Et ce qui me plaît aussi dans ta façon de faire, en tout cas, alors je ne sais pas s'il y a un Jyotish qui peut dire, derrière, enfin une partie dans cette pratique-là qui peut dire, dans les années à venir, il va se passer ça, 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 en dehors des chartes, mais un peu plus divinatoire. Mais ce qui m'a énormément plu, en tout cas dans ton approche, c'est que tu viens justement exposer ce qui est,
discuter sur le ressenti et de là à la rencontre de la personne. Donc, tu es vraiment venu à la rencontre de là où j'étais pour dire, bah là, ce que tu peux travailler, c'est ça, parce que ça va jouer là-dessus et ça peut t'aider là où tu en es pour aller vers ta solution, ta réponse. Là, tu vas peut-être traverser ça. Donc, si tu fais cette pratique-là avec ce mantra, tu vas pouvoir aller chercher une énergie qui va te clarifier la situation pour pas partir vers quelque chose qui soit peut-être trop obscur. Et j'ai trouvé ça hyper concret pour moi. Déjà parce que c'est relié à ma sadhana, vu que c'est dans l'hindouisme, mais aussi parce que du coup, tu venais pas en me disant, bah non, comme tu es comme ça et que tu es ascendant ça et que ta planète est là, bah c'est comme ça. C'était non, non, en fait, là, aujourd'hui, c'est en effet, tu peux ressentir ça. De ce que tu me dis, tu es dans cette orientation, donc peut-être que par rapport à ce que tu voudrais faire, maintenant, il faut qu'on aille vers ça. Est-ce que c'est une approche qui t'est personnelle ou est-ce que c'est vraiment une approche ou de ton goût, peut-être de la personne qui t'a transmis aussi cette lignée-là? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est dans le Jyotish et c'est figé? En fait, ma question, elle est peut-être pas très claire, mais est-ce qu'il y a une méthode ou est-ce que tu as développé un petit peu ta façon de transmettre? Je pense que c'est lié à la personne qui m'a transmis, donc qui est Vish Chatterjee, qui est un élève justement de mon gourou. Qui, lui, s'est formé au Jyotish depuis des années, il est mi-indien, mi-américain. Il a voilà, une culture indienne et en même temps, il est ancré dans la culture américaine. En fait, lui, il est aussi coach professionnel. Donc, je pense qu'il apporte dans sa transmission quelque chose du coaching pour aider les personnes à prendre des choix en conscience et à avancer. Alors, avec le Jyotish, on peut faire des prédictions. Ça, voilà, c'est une astrologie qui est carrément, vraiment hyper prédictive et c'est assez intéressant. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est de donner des outils à la personne. Parce que c'est la personne qui est actrice ou acteur de sa vie. Nous, on va plutôt être là, dire, bah, en fait, j'ai un peu de recul, j'ai une espèce de vision globale, comme tu disais tout à l'heure, en fait, va travailler ça. Par exemple, ça peut être une posture de yoga, à un moment donné, pour une personne qui est dans un gros manque de confiance en soi, faire une posture de guerrier, prendre tous les matins pendant tant de temps pour pouvoir l'aider à prendre un choix professionnel dans un dilemme, tu vois, des choses comme ça, ou une pratique de mantra. C'est vraiment plutôt donner des outils, des remèdes pour que la personne après puisse, elle, agir et nous, on peut toujours être là pour conseiller. Donc, oui, il y a la façon dont ça m'a été transmis. Mais c'est moi aussi, je suis comme ça. Je déteste qu'on me demande les solutions parce que c'est pas à moi de les trouver en fait. Bien sûr. Et c'est me donner beaucoup trop de responsabilités et j'ai pas envie de les porter ces responsabilités-là. Par contre, je peux aider à prendre des choix en conscience ou à améliorer certaines choses ou essayer de mieux comprendre des choses, ça oui. Mm. Mais c'est la personne qui doit travailler. Bien sûr, mais je te rejoins complètement. C'est laisser son pouvoir personnel à la personne et lui laisser cette possibilité de cheminer, en fait, parce qu'il y a une phrase très caricaturale, souvent, où on dit ce qui compte, c'est le chemin, c'est pas la destination. Mais c'est très vrai, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que l'on va apprendre sur ce chemin spirituel qui nous permet de cheminer, en fait, finalement, tout se nourrit. Et si on nous amène, imaginons qu'on nous amènerait directement à la solution, déjà, comme le cheminement n'a pas été fait, cette solution va très souvent ne pas être incarnée et pas être juste. Mais en plus, si on nous donne la solution, bien souvent, c'est quelque chose qui vient de l'ego et qui ne va pas venir de l'essence justement de cette origine, de ce cœur, parce que la personne n'aura pas pu cheminer. C'est-à-dire que c'est une personne extérieure, tierce, qui va dire, enfin, moi je vois ça aussi dans le tarot, des fois lorsqu'on me consulte, on va me dire, est-ce que je dois rester avec un tel ou un tel, est-ce que je dois accepter le boulot, et je dis, bah, je ne sais pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aller voir ce qui se passe et observer en fait comment ça bouge et comment ça vibre pour vous. Ces upayas, elles peuvent être à la fois des mantras, des pranayamas, des postures de yoga, et il y a aussi des conseils au niveau de l'alimentation Mm. que tu donnes parfois, qui sont basées sur l'Ayurveda, des méditations, j'imagine aussi peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres outils que tu utilises pour guider? Bah, en fait, ça va dépendre du profil de la personne, mais j'ai déjà pu donner comme conseil à une personne, en fait, pour trouver vraiment les réponses à vos questions, danser. Parce que dans sa charte, il y avait un truc de la danse était guide et source et puis c'est quelqu'un qui adorait danser, mais qui prenait plus le temps. Il fallait qu'elle se reconnecte en fait à ça, à son étincelle. Et donc ça va vraiment dépendre du profil. Par exemple, certaines personnes, ça va être de jardiner, Mmh. de mettre les mains dans la terre. Ça va beaucoup être lié à ce qu'on appelle les nakshatras. Jyotish,
les constellations ou maisons lunaires qui n'existent pas en astrologie occidentale et que, en fait, je crois que ça me passionne trop, c'est incroyable. Et il y a beaucoup de symbolisme lié à ces constellations. Ces constellations vont vraiment permettre de déterminer en fait un peu des activités qui peuvent faire du bien à la personne ou l'aider dans son cheminement. Il va vraiment à la rencontre du profil de la personne. C'est On ça. n'est pas dans quelque chose qui va être lié uniquement à son signe astrologique, entre guillemets, puisque c'est pas exactement les mêmes non plus d'ailleurs dans l'astrologie hindouiste et dans l'astrologie occidentale, mais ça va être vraiment, enfin, j'allais dire des remèdes de vie et des remèdes vivants, quoi. On va pas nous dire d'un seul coup, il faut que si tu es quelqu'un qui vit à Paris, on va pas dire, bah là, il faut que tu partes dans un ashram au Tibet, méditer pendant 6 mois. Si vous sentez que la personne, en fait, elle en est pas là. En fait, vous allez avoir d'autres outils qui vont permettre d'avancer là-dessus. Du coup, là, par rapport à ça, parce que je sais qu'on pourrait en parler pendant très longtemps, à la fois du Jyotish, mais aussi de la Sangha et de la Sadhana et des Golus. Mais est-ce que tu pourrais nous partager aujourd'hui, par exemple, des énergies qui sont à venir au regard du Jyotish et justement une pratique que l'on pourrait faire en accord avec cette énergie-là que tu nous recommanderais aujourd'hui? Du coup, je voulais parler des énergies de la pleine lune à venir du 24 février. Alors, la lune, dans cette pleine lune, sera dans une constellation qu'on appelle Magha. Magha, donc ce sera dans le signe du lion. Magha, c'est une constellation qui est justement reliée aux ancêtres, mais même aux ancêtres de l'humanité. Donc on va jusqu'aux rishis. Donc on en parlait tout à l'heure, ces sages qui ont transmis le savoir, la connaissance. Souvent, Magha, c'est une invitation à se relier à ses lignées, lignées maternelles, lignées paternelles, et à demander en fait conseil à ses ancêtres, à faire ce travail-là. Pendant cette pleine lune, on aura 3 planètes, Mercure, Soleil et Saturne, dans la constellation Shatabishak. Shatabishak, c'est une constellation, donc un nakshatra, qui nous parle d'ombre et de lumière. C'est une invitation qui nous apprend à vivre avec nos démons intérieurs, qui nous apprend à vivre avec nos ombres en fait. Ça veut dire on ne doit pas supprimer l'ombre, on doit trouver l'harmonie et apprendre à vivre avec. Mm. Donc ça veut dire ne pas absolument vouloir être toujours dans la lumière, dans la lumière, dans la lumière, parce qu'on grandit grâce à ces ombres-là. C'est vrai que, par exemple, moi, quand j'étais dans mes années de dépression, j'étais dans ces ombres-là, mais c'est elles qui m'ont porté vers la lumière, vers mon gourou, qui m'ont porté vers le yoga, vers tous ces enseignements-là. Donc si j'avais pas vécu ça, j'aurais pas eu ce cheminement-là. La divinité qui est reliée à Shatabishak, c'est Varuna, le dieu de l'océan, qui est connu pour ses pouvoirs de guérison, notamment par les herbes, et comme je disais, qui est le dieu des océans, donc qui est vraiment relié à l'émotionnel. Donc il y a vraiment une invitation à se relier à sa vie émotionnelle, avoir en conscience de ses ombres, de ses lumières, et de trouver cet équilibre en fait. Finalement, le yoga, ça nous apprend à trouver l'équilibre. Mais qu'est-ce que c'est l'équilibre? C'est des micro-déséquilibres qui se cumulent pour donner l'équilibre, parce qu'on n'est jamais dans un vrai équilibre. Mm. Et c'est comme quand on médite, le mental, il fait beaucoup de va-et-vient jusqu'à trouver un espace où il se tait. Mm. Bon, généralement, ça ne dure pas assez longtemps dans nos sociétés où nos mentales sont très, très actifs. Pendant cette pleine lune, on aura Mars et Vénus qui seront dans la maison 8 du savoir caché, dans une constellation qui s'appelle Shravana. Shravana, c'est vraiment lié à l'écoute, comme Shruti. Donc il y a cette idée d'être à l'écoute, de se relier à ses ancêtres, et donc, à travers ce travail, de se relier en fait à son essence, à sa vibration. Ce qui est intéressant, c'est que juste avant qu'on commence le podcast, je suis tombée sur un post justement de mon gourou et qui parlait du mantra Anando Asmi. Anando Asmi. Et il y a vraiment cette idée de nous sommes tous originellement Anando Asmi. Notre vibration, c'est de la pure joie, la joie divine en fait. Donc on peut prendre un petit temps, juste les yeux fermés, pour se relier à ce mantra et juste là prendre le temps de se relier à sa respiration pour commencer. Prendre conscience
de son expérience émotionnelle, de son expérience mentale. De sa respiration. Et laisser le mantra s'inviter. Anando Asmi. Anando Asmi. Anando Asmi. Et se connecter à la vibration que ce mantra peut inviter aujourd'hui. Ou pas. Et le répéter mentalement, intérieurement. Et la transmission derrière ce mantra, c'est finalement, où que je sois à cet instant, que ce soit dans mes ombres ou dans mes lumières, quel que soit, entre guillemets, l'état de mes lignées paternelles, maternelles, de ce qui m'a été transmis, quels que soient tous les événements de la vie, Anando Asmi. Je suis béatitude, je suis cette joie inconditionnelle et divine. Donc dans les moments d'agitation, dans les moments de panique, de stress, de colère peut-être, si on y pense, prendre un temps calme et se connecter à ce mantra Anando Asmi. Et on peut doucement ouvrir les yeux. Et voilà. Merci. Du coup, là, c'est lié à la pleine lune du 24. Pendant combien de temps est-ce que s'étire cette énergie? Parce que je réalise l'épisode va être diffusé le 29. Est-ce qu'on peut se dire que la pratique, on peut l'étirer jusqu'à la nouvelle lune? Est-ce que c'est dans toute l'énergie, en fait, justement, où ça descend, enfin, ça descend, où la lune va se masquer pour après se démasquer qu'on peut utiliser? Est-ce que c'est sur plus longtemps? Pendant combien de temps on peut, Oui, voilà. jusqu'à la prochaine nouvelle lune, oui, oui. Après, de toute façon, ça, c'est un travail. Là, c'est le travail que nous invite à faire cette pleine lune-là, mais en fait, c'est un travail de fou Mmh. qui peut se pratiquer éternellement. Oui, clairement, c'est un mantra qu'on peut garder tous les jours et même se le noter quelque part pour y penser dès le matin, en fait, et revenir à cette essence justement de joie. Je pense qu'aujourd'hui, on en a tous et toutes bien besoin. Donc, oui, c'est une pratique Oui, intemporelle en soi. C'est-à-dire que là, c'est une invitation des astres, mais finalement, c'est une pratique de tous les jours. c'est ça. Merci infiniment, en tout cas, Léa, d'avoir pris ce temps-là. De partager, de venir un peu à la rencontre voilà, de ma communauté. Je vais remettre dans le descriptif du podcast, dans tous les cas, les liens pour te retrouver, pour pouvoir à la fois retrouver ton site internet. Si on veut pratiquer avec toi, comment on peut... C'est via ton site internet pour prendre rendez-vous c'est quoi le média que tu préfères pour prendre contact avec toi? On peut me connecter par Instagram, me contacter par Instagram, donc je mettrai aussi le lien de ton profil Instagram dans les liens connectés. Et je mettrai aussi celui de ta chaîne YouTube avec ta musique, tes chansons, parce qu'elles sont vraiment très belles et elles gagnent à être connues encore plus, même si j'ai vu que ça avait bien tourné. Instagram. Voilà, j'ai envie vraiment de le mettre aussi en note, parce que c'est une facette qu'on n'a pas eu le temps aujourd'hui d'aborder, mais tu es une personne vraiment extrêmement créative et qui crée du beau. Et beau dans le sens authentique et dans le sens ça vient vraiment du cœur et ça gagne à être connu. Merci. Merci infiniment Léa et puis à bientôt. À bientôt. Merci pour l'invitation. Merci infiniment pour ton écoute. Je le sais, le temps est précieux et ça me touche que tu sois là. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a donné de l'élan pour déployer ta pratique personnelle. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à écouter l'épisode 4 de ce podcast dans lequel je te donne 5 clés pour mettre en place et maintenir une pratique personnelle.
Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à me laisser 5 étoiles et un petit mot doux avec ton nom, ton identifiant sur ta plateforme d'écoute préférée. Pour savoir comment faire, je t'ai préparé un tuto que tu peux retrouver dans les notes de l'épisode. On se retrouve le jeudi 14 mars pour le prochain épisode dans lequel je te parlerai de mythologie indienne. À bientôt!